Bonjour à tous et bienvenue. Pour moi, c'est un plaisir de suivre cette association et d'en faire partie parce que on est entouré de gens vraiment très, très dynamiques et pour tous les anosmiques, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir cette association. Donc moi, je ne suis pas médecin, je suis chercheur, donc j'essaye de comprendre comment marche le sens de l'odorat. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est les connaissances qu'on a sur ce sens et de quelle manière ce sens est un peu particulier et comment cela marche depuis les odeurs jusqu'au cerveau. Donc, qu'est-ce que l'olfaction? Bah, l'olfaction, c'est la détection, c'est un sens chimique qui détecte les substances odorantes qui sont dans notre environnement. Alors, qu'est-ce que c'est une substance odorante? Eh ben, c'est une molécule ou un mélange de molécules, des tout petits morceaux qui émanent de ce qui nous entoure. Donc, ça peut être des fleurs, du parfum, de choses plus désagréables, du fromage ou un peu tout en fait. Dès que il peut y avoir des molécules qui sont dans l'air et que l'on peut aspirer par notre nez, alors la plupart de ces molécules vont avoir une odeur. Et l'odeur, c'est ce que le cerveau fait à partir de ces molécules. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des odeurs, on est entouré d'odeurs vraiment partout et on n'a pas forcément conscience de la sentir, mais on a plein d'odeurs corporelles, des odeurs de nourriture, des odeurs aussi qu'on crée pour notre plaisir, comme le parfum. Dans la nature, à peu près toutes les fleurs, les fruits, etc., ça a beaucoup d'odeurs. Et on utilise aussi beaucoup les odeurs pour détecter les dangers. Notamment, on sait tout de suite si un aliment, est bon ou mauvais à la consommation ou on peut détecter aussi le feu. Donc on a les gens, à part les gens qui l'ont perdu puisqu'eux, ils en ont conscience, mais les gens n'ont pas forcément conscience qu'on est tout le temps entouré d'odeurs et qu'on est tout le temps en train de sentir des odeurs, en train de les analyser et que ça change notre comportement. Donc, ce qu'il faut bien différencier pour commencer, c'est ce qui est perçu par la langue et ce qui est perçu par le nez. Parce que souvent, on fait le mélange des 2 et c'est normal parce que c'est des choses qui vont ensemble. Donc, ce qu'on perçoit par la langue, c'est vraiment la saveur. Les saveurs, il y en a pas beaucoup. C'est sucré, salé, acide, amer, umami, qui est une saveur, qui a été appelée comme ça par les Japonais, une saveur un peu de viande et le gras aussi. Donc maintenant, on commence à penser que le goût du gras, c'est un goût qui est détecté par la langue. Mais c'est tout. Les saveurs, c'est tout et tout le reste, quand on mange un aliment, tout le reste des sensations, ce sont les odeurs, ce sont les arômes. Donc les milliers de substances, de l'environnement et de la nourriture que l'on peut sentir, c'est senti par le nez. Donc comment ça marche? Si on rentre un peu dans la tête, d'un individu, donc là, c'est une coupe, de tête. Donc les odeurs vont arriver, je vais prendre mon petit stylet. Les odeurs vont donc rentrer par le nez à chaque fois qu'on inspire. À chaque fois qu'on respire, que ce soit, passif ou qu'on fasse une grande inspiration, on a des molécules qui vont rentrer dans la cavité nasale et qui vont aller se fixer au niveau de la muqueuse olfactive qui est située tout au fond du nez. Donc ça, c'est les odeurs de l'environnement. Maintenant, si je mets un aliment dans ma bouche, eh ben, l'aliment, il va être senti par la langue, mais la langue ne va détecter que les saveurs dont je vous ai parlé juste avant, sucré, salé, acide, amer, umami. Et c'est tout. Par contre, quand on mâche une nourriture, ça va aussi faire s'envoler des molécules qui vont passer à l'arrière du nez, ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Et ces molécules vont atteindre les mêmes zones qui sont touchées par les odeurs que l'on inspire par le nez, c'est-à-dire la muqueuse olfactive. Si bien que c'est la raison pour laquelle, quand on dit ah, mais j'ai perdu le goût alors qu'on a seulement perdu l'odorat, on a cette impression. Parce qu'en fait, le goût, tel qu'on l'appelle communément dans le langage courant, c'est vraiment le mélange entre les saveurs
et les odeurs qu'on a en rétronasal. Donc ça, c'est important à comprendre parce que souvent, on mélange vraiment les 2. Alors, c'est très facile pour savoir si vous avez réellement perdu le goût ou si c'est uniquement l'olfaction. Vous mettez un peu de sucre ou de sel sur votre langue. Est-ce que vous sentez le sucré? Est-ce que vous sentez le salé? Si oui, ça veut dire que votre goût est intact. Ça veut dire que ce qui vous manque, c'est l'odorat et que c'est tous les arômes qui viennent des aliments et qui ne sont pas perçus par le nez qui vous manquent. Or, comme vous avez vu, les saveurs, c'est vraiment basique. Donc, tout ce qui est, si on prend un bœuf bourguignon ou un bon fromage, tout ce qui fait la nature de cet aliment, c'est vraiment les odeurs. C'est pas le goût. Si vous prenez un bonbon à la fraise ou un bonbon à la banane, ils ont exactement la même saveur de sucré. Ce qui va différencier les 2 bonbons, ça va être vraiment l'odeur. Donc voilà pour cette partie et donc le cerveau va analyser l'odeur et le goût. Si maintenant je me focus un peu plus au niveau du cerveau, donc au niveau du fond de votre nez. Donc les odeurs, elles sont arrivées et qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez le cerveau en jaune et la première zone du cerveau qui traite les odeurs, c'est le bulbe olfactif. Et vous avez au niveau du nez, dans la cavité nasale, vous avez des neurones. Donc ça, ce sont les neurones récepteurs olfactifs. Donc c'est la seule région du corps où on a des neurones qui sont à l'extérieur du corps en fait. Les neurones, ils sont dans l'air. Donc quand vous inspirez, vous avez ces petites molécules que j'ai figurées par ces petits schémas qui vont aller se fixer sur la muqueuse, donc sur les neurones. Et ces neurones, ils vont détecter ces molécules. Ils vont se fixer, ils vont les reconnaître. Les neurones qui vont reconnaître les odeurs vont alors envoyer un message nerveux jusqu'au bulbe olfactif à travers l'os. Donc les molécules, ce sont des molécules chimiques et ces neurones vont reconnaître la chimie de ces molécules suivant comment sont faites les molécules et ça va transformer en un message nerveux qui est électrique. Et donc ce message nerveux électrique va être ensuite transmis à d'autres zones du cerveau. Alors avant de monter un peu plus loin dans le cerveau, je voulais vous parler d'un autre sens. Donc, j'ai vu que dans les questions qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce sens. C'est le sens trigéminal. Donc le sens trigéminal, issu du nerf trijumeau, c'est quelque chose qui est différent du goût et qui est différent de l'odorat. C'est un sens qui est lié au toucher, en fait. Donc qu'est-ce que c'est le sens trigéminal? Donc c'est médié par ce nerf trijumeau qui innerve, plusieurs régions de la face et ça va ressentir le frais de la menthe, par exemple, le piquant des piments, le chaud des piments, le pétillant de l'eau gazeuse. Donc toutes ces sensations qui sont vraiment, qui viennent en même temps que les odeurs, parce que si vous sentez de la menthe, vous allez avoir en même temps l'odeur de la menthe et cette sensation de frais. Quand vous sentez l'eucalyptus, vous avez l'impression que ça vous débouche un peu le nez, vous avez cette sensation de fraîcheur. Ça, c'est pas l'odeur, c'est un autre sens, c'est le toucher. Donc le nerf trijumeau, il est indépendant de l'olfaction, mais il influence beaucoup l'olfaction et donc quand vous perdez l'un des sens, vous le ressentez sur l'autre. Donc une fois que vous avez donc le goût, l'odorat et le trigéminal aussi sont traités, le message nerveux va aller vers d'autres zones du cerveau. Donc ça va toucher vraiment plein de zones du cerveau et l'odorat a la particularité de se connecter très rapidement sur les zones du cerveau qui sont impliquées dans les émotions et dans la mémoire. C'est le seul sens de nos 5 sens qui a cette connexion aussi étroite avec les émotions et la mémoire. C'est une particularité de ce sens. Et donc, vous avez les gens qui ont un odorat fonctionnel, vous avez probablement remarqué que quand vous sentez une odeur, ça va vous évoquer une mémoire souvent. Parfois, on n'arrive pas à reconnaître de quelle odeur il s'agit, mais par contre, ah oui, ça me rappelle un endroit où j'ai été quand j'étais petit ou ça me rappelle un plat ou une personne. C'est un sens qui est très évocateur. Comme l'a très bien illustré Marcel Proust sur la Madeleine de Proust, c'est vraiment ça qui est décrit. Ça va également évoquer des émotions. Parfois, vous ne reconnaissez pas l'odeur, vous n'avez même peut-être pas conscience de sentir l'odeur et pourtant ça vous procure une émotion assez intense.
Donc ça, c'est aussi lié à ça. Donc les odeurs procurent des émotions et vont être un chemin privilégié vers la mémoire. Et inversement, la mémoire et les émotions vont influencer la façon dont on sent les odeurs. Par exemple, si vous avez un jour mangé un poisson qui était avarié, vous avez été malade, vous avez vraiment mémorisé cette odeur. Quand vous allez ressentir la même odeur une autre fois, ça va probablement vous donner la nausée. Donc la mémoire olfactive, elle est très très puissante. Et il faut savoir aussi que l'olfaction est fortement modulée par l'attention. On prête pas forcément attention aux odeurs qui sont dans l'environnement, justement parce qu'elles sont dans l'environnement, on baigne dedans, mais il n'y a pas forcément un événement qui est associé avec. Et en fait, parfois on ne prête pas attention aux odeurs, mais ça ne veut pas dire qu'on les mémorise pas. Parfois, vous retournez dans une maison, où vous aviez été il y a très longtemps, vous n'avez pas forcément mémorisé une odeur en particulier, mais pourtant quand vous sentez une odeur, waouh, ça vous transporte complètement dans un autre endroit. Il y a aussi plein d'éléments qui vont moduler la façon dont on sent les odeurs et qui sont liés à l'état interne. Le stress, par exemple, ça va diminuer l'intensité à laquelle on perçoit les odeurs. Le poids, l'obésité, par exemple, ça va atteindre. Si on est un homme ou une femme, on va pas sentir forcément de la même façon. Si on a faim, on va pas sentir de la même façon que si on vient de manger un gros repas. Il y a des pathologies qui vont aussi altérer un peu la façon de sentir. Mais donc le stress, la faim et le fait qu'on soit un homme ou une femme, ça, c'est des choses qui sont totalement physiologiques et qui vont moduler, donc qui sont normaux et qui vont moduler la façon dont on sent les odeurs au cours de la journée, par exemple, ou après un événement stressant ou voilà, dans différents contextes. Donc toutes ces influences, du cerveau sur la façon dont on sent les odeurs, elle sera très important, dans différentes étapes, de la journée, de la vie. Alors, l'anosmie, qu'est-ce que c'est? Bon, quand on ne peut pas sentir, on est anosmique. Ça veut dire qu'on ne peut vraiment sentir aucune odeur. J'aime beaucoup ce dessin de Lucie Boros qui fait partie de l'association et qui fait, pas mal d'illustrations. Les gens qui sont anosmiques ont vraiment l'impression d'être isolés dans une sorte de bulle et l'anosmie touche 5 de la population, ce qui est quand même assez assez énorme par rapport à la visibilité que ces gens ont, parce que souvent les gens sont très surpris de découvrir que 5 de la population est anosmique. Les troubles de l'odorat, concernent environ, j'ai un petit truc, 1/5 des personnes âgées de 40 ans et plus et 80 des personnes âgées de 80 ans et plus. Donc même en plus des anosmiques, il y a une partie de la population qui a des problèmes, d'odorat, de différents types. Donc c'est quelque chose d'important et dont on ne parle pas assez. Donc c'est bien sûr le but, de l'association, de faire connaître ces causes, de l'anosmie et de l'anosmie. Donc, quelles sont les causes de l'anosmie? Donc il y a déjà les anosmies congénitales, c'est-à-dire qui sont là dès la naissance ou qui apparaissent dans la jeune enfance. C'est assez difficile de déterminer, si les anosmies sont congénitales parfois ou si elles sont apparues vraiment dans les premières phases de l'enfance. Sachant que il faut savoir que le système olfactif, il est déjà fonctionnel chez le fœtus et donc le fœtus est capable d'apprendre des odeurs. Donc c'est vrai que parfois on ne sait pas si c'est vraiment si c'est, à la naissance ou, dès la jeune enfance. Donc parfois c'est d'origine inconnue, parfois c'est associé à d'autres symptômes, d'autres pathologies comme par exemple le plus connu, c'est le syndrome de Kallmann de Morsier qui est associé à une anosmie congénitale. Donc la plupart des anosmies sont acquises et sont, donc un problème au niveau du traitement de ce signal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la 1re cause d'anosmie, c'est une atteinte de la cavité nasale, donc dans le nez et c'est la plupart du temps des polyposes nasales, des rhinosinusites ou d'autres affections des voies respiratoires. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc polypose nasale ou atteinte, ça veut dire que les molécules ne peuvent plus atteindre en fait la muqueuse olfactive, parce que soit l'air ne peut plus passer, soit c'est trop encombré pour passer
Et donc, si les molécules n'arrivent pas jusqu'au récepteur, jusqu'au neurone, alors l'information olfactive ne va pas être transmise. Donc, la deuxième cause possible, c'est les causes virales. Donc, ça a été fortement connu au moment du Covid, donc le SARS-CoV-2, mais la grippe aussi peut entraîner des anosmies. Et donc là, c'est une atteinte de la muqueuse olfactive. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas du Covid, par exemple? Les cellules qui sont autour des neurones que vous voyez ici vont mourir parce qu'elles vont être infectées par le virus et la muqueuse va complètement se désagréger et l'information ne pourra donc plus passer, plus être transmise par la muqueuse. Une autre cause peut être la prise de médicaments qui peut aussi altérer l'information olfactive et une cause importante aussi, c'est les traumatismes crâniens. Alors là, qu'est-ce qui se passe au niveau des traumatismes crâniens? Donc là, vous voyez que les neurones, ils vont traverser la boîte crânienne au niveau d'un os ici, qu'on appelle la lame criblée. Et si vous avez un choc à la tête, eh ben, l'os va sectionner les neurones à ce niveau-là, ou ça va éventuellement abîmer le bulbe olfactif. Et donc, l'information va bien pouvoir être captée par la muqueuse, mais ne va pas pouvoir être envoyée au niveau du cerveau. Et donc, il va y avoir une coupure de l'information, comme un fil électrique qu'on coupe, le signal ne peut plus passer. Donc ça, c'est une cause aussi importante. Ensuite, il y a des maladies neurologiques qui sont associées à des déficits olfactifs aussi, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est les deux plus connus et l'anosmie, c'est un symptôme qui est assez précoce, parfois avant même qu'il y ait des atteintes au niveau de la mémoire, par exemple. D'autres pathologies peuvent entraîner des atteintes aussi au niveau de l'olfaction, comme la schizophrénie et les tumeurs situées soit au niveau vers l'os ou vers le bulbe olfactif. Et ensuite, alors je voulais mettre une autre chose, c'est l'âge, en fait, parce que même si on ne devient pas tous forcément anosmiques avec l'âge, bah, la muqueuse, le système olfactif va aussi vieillir comme les yeux, comme les autres parties de notre corps, malheureusement. Et en fait, à partir de... Non, désolée, je suis très mal mon truc. À partir de 70-80 ans, les gens vont avoir un odorat qui est altéré. Donc, sur ce graphique, sont représentés un score olfactif, dont je vais vous parler après, qui permet de mesurer les capacités olfactives. Et vous voyez que donc, les femmes en foncé, les hommes en blanc. Donc, il y a une petite différence à chaque niveau. Et en fonction de l'âge. Donc, vers 5-10 ans, on a une olfaction qui n'est pas encore à son maximum. Ensuite, il y a un plateau jusqu'à 70-80 ans. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes au-delà de 80 ans qui vont perdre l'odorat. Donc, justement, un des problèmes de suivre les anosmies, de comprendre les pathologies liées à l'odorat, c'est le problème du test. Comment on teste l'odorat des gens? Et ça, c'est une problématique qui est quand même assez importante et sur laquelle on travaille aussi. De savoir comment avoir un test qui est fiable et reproductible. Parce que c'est très facile de tester la vue avec des lettres, mais les odeurs, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce qu'il y a des millions de molécules. On ne sent pas forcément toutes les molécules de la même façon et il faut des tests qui soient assez carrés pour qu'on puisse comparer les gens. Donc, il y a quelques tests. En Europe, le test le plus utilisé, ça s'appelle le sniffing stick, si certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ça a été développé par le professeur Hummel en Allemagne et il est basé sur trois types de mesures. D'une part, donc c'est des petits sticks, j'ai oublié de dire, c'est des stylos, comme des marqueurs. Et en fait, quand vous sentez la mine du stylo, ça va sentir différentes odeurs. Donc, soit il y a différentes odeurs à reconnaître, soit il y a une même odeur qui est présentée avec plus ou moins d'intensité. Et donc, on va déterminer à partir de quand vous pouvez le sentir. Donc ça, c'est le seuil de détection. Donc, le seuil de détection, c'est la plus faible concentration d'une odeur donnée que vous pourrez détecter. Et donc, bien sûr, si on a un très bon odorat, on va détecter des concentrations très faibles. S'il y a quelques molécules d'odeur, on va être capable de les détecter.
Si on a un odorat qui est très mauvais, il faudra que l'odeur soit très forte pour qu'on puisse la détecter. Donc ça, c'est une mesure qui est utilisée. La deuxième mesure, c'est la discrimination. La discrimination, c'est faire la différence entre deux odeurs. Donc, est-ce qu'on peut différencier les deux odeurs? Et la troisième, c'est l'identification, c'est-à-dire nommer les odeurs. Donc, le bilan, ça vous donne un score, un nombre. Et s'il est compris entre 30 et 15, vous serez hyposmique et anosmique en dessous de 15. Donc ça, c'est des nombres un peu arbitraires, mais si jamais vous avez déjà testé votre odorat avec ce test, si vous êtes en dessous de 15, ben, vous êtes effectivement anosmique. Donc je vais finir, donc je laisserai mon collègue, le docteur Benkatar parler de tout ce qui est, des traitements, de l'anosmie. Par contre, en fait, il y a très peu de traitements, comme vous avez peut-être dû vous en rendre compte, mais, il y a ce n'est pas un traitement, mais une rééducation olfactive qui, donne des bons résultats pour récupérer des anosmies, quand celles-ci sont d'origine virale, le plus souvent. Enfin, c'est pour ça que ça marche le mieux. Donc ce protocole a été réalisé par l'association Anosmie. Donc c'est Jean-Michel Maillard et Raj Gurden, qui est aussi chercheur au CNRS, qui ont, basé ce protocole sur les travaux de l'équipe du professeur Hummel, en Allemagne, qui avait fait le test d'avant. Et donc il est basé sur le fait de sentir, 2 fois par jour, des huiles essentielles, des huiles essentielles dont on sait que finalement, si la combinaison des 4 va activer à peu près, une grande partie de la muqueuse. Donc, et la muqueuse, on sait qu'elle se régénère si on la stimule. Elle peut se régénérer si on la stimule. Donc ça va aider vraiment à essayer de faire renaître, enfin renouveler les neurones, olfactifs. Donc, il y a des tests qui ont été il y a des tests qui ont été faits. Donc, il y a l'application Covid Anosmie a été mise en place et est maintenant, gérée par l'association Anosmie. Donc, ça permet de suivre l'évolution de la rééducation au cours du temps, et les travaux scientifiques ont montré qu'effectivement, cette rééducation permettait d'améliorer, d'améliorer l'odorat chez les patients, chez 64 des patients, après une rééducation de 28 jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez encourageant, et si les gens qui ont perdu l'odorat, suite à un virus, on recommande fortement, de faire cette rééducation. Et en ce qui concerne, les autres types de traitements, je vais laisser la parole à Hakim et je vais arrêter mon partage, et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Claire. Merci pour cette intervention. Donc, j'appelle le docteur Hakim Ben-Katar. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous, Julian? Très bien, merci. Oui, j'explique un peu aux gens. J'ai consulté docteur Ben-Katar pour mon cas personnel et il a bien voulu représenter l'association ce soir. Donc, je vous laisse la parole. Bonne soirée. D'accord. Merci. Alors, je vais accéder à mon diaporama. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous et je vais vous parler des traitements des troubles de l'odorat. Euh, alors, pour l'instant, j'arrive pas à faire défiler mes slides. Je viens de te l'afficher, Hakim. Ouais, c'est affiché. Ah, voilà. Parfait. Ah, ça marchait à l'instant. Tu me dis, c'est moi qui ai la main. D'accord. Donc, c'est toi qui fais défiler, Jean-Michel? C'est ça. Ok. Donc moi, je suis praticien hospitalier, ORL, spécialisé en rhinologie, olfaction et chirurgie du nez et des sinus à l'hôpital de Versailles. Et donc, on peut passer à la diapo suivante, si vous voulez. Bon, j'ai aucun conflit d'intérêt dans cette présentation. Euh, alors, les troubles d'odorat, je vais faire un peu une répétition de ce qu'a dit Claire, euh, en apportant juste des petits détails, mais globalement, les troubles de l'odorat, on les distingue en deux groupes, les troubles quantitatifs et que sont l'hyposmie et l'anosmie. L'hyposmie, c'est une baisse qui n'est pas complète, qui est partielle, et l'anosmie, c'est une perte complète, schématiquement.
Et on fait la distinction grâce aux tests dont vous a parlé Claire, les sniffing sticks, euh, entre autres. Et les troubles qualitatifs, c'est-à-dire des troubles où on a de l'odorat, mais pas celui qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire qu'on a des odeurs souvent désagréables, qui sont soit déclenchées par une odeur euh, autour de nous, donc on appelle ça une parosmie, soit qui arrivent alors qu'il n'y a aucune odeur en fait autour de nous, et pourtant on sent quelque chose d'assez désagréable. C'est la phantosmie. Et bien sûr, les deux peuvent être associés et les deux impactent la qualité de vie. Et parfois même les troubles qualitatifs, on en parle on en parle moins, mais les troubles qualitatifs peuvent altérer la qualité de vie encore plus que les troubles quantitatifs parfois. Donc ça mérite d'être souligné. Diapo suivante. Donc les causes, je vais pas trop répéter ce qu'a dit Claire, mais globalement, on a trois causes fréquentes. Les causes inflammatoires, comme elle vous a dit, les rhinites, les rhinosinusites. Les rhinites, ça veut dire les inflammations du nez, dans le nez, dans la cavité nasale. Les rhinosinusites, c'est l'inflammation dans le nez et dans les sinus. Donc la plus caractéristique est la polypose. Et puis les virus, comme on vous a dit précédemment, le virus de la grippe, le virus du SARS-CoV, la COVID-19, et les traumas crâniens. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes causes qui sont les plus fréquentes, qu'on rencontre nous le plus souvent en consultation, dont on parle le plus, qui sont les plus étudiées. Donc je vais en parler. Mais j'aimerais aussi parler des autres causes dont on parle peut-être moins, qui sont peut-être moins étudiées, mais qu'on vous a listées tout à l'heure. Donc, les anosmies congénitales, les tumeurs, les maladies neurodégénératives, comme on vous a dit, Parkinson, Alzheimer, les toxiques. Là, les toxiques, c'est assez vaste. Il y a le tabac qui fait baisser l'odorat, les expositions professionnelles, certains médicaments, assez peu finalement, la radiothérapie, bien sûr la radiothérapie qui concerne euh, l'extrémité céphalique et la tête, quoi, et le syndrome de la fente olfactive, dont on parle aussi assez peu, mais qu'on voit en pratique clinique. Les causes iatrogènes, parfois c'est à cause du médecin finalement qu'on a perdu l'odorat, à cause notamment dans les contextes de neurochirurgie, et le vieillissement, effectivement. Et puis quand on n'a pas de cause retrouvée, on a mené l'enquête et on n'a pas retrouvé de cause, on dit que c'est idiopathique. Bon, c'est un mot compliqué, mais pour dire que qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas la cause. Elle existe probablement, mais on n'a pas pu l'identifier. Ensuite, alors, je vais commencer justement par parler des traitements de ces autres causes, entre guillemets. Euh, je ne vais pas parler des trois fréquentes, les trois les plus fréquentes en premier, et évoquer avec vous un petit peu ce qui existe aujourd'hui. Et comme a dit Claire, c'est vrai que c'est pas très très développé, mais il y a des petites choses. Et par contre, ce qui pourrait exister dans le futur. Et ça, c'est des choses qui sont réellement à l'étude depuis la pandémie. C'est-à-dire avant la pandémie, c'était quand même un domaine de la recherche assez passif, on va dire, sauf dans le domaine de la polypose. Euh, voilà, donc les anosmies congénitales. Donc effectivement, il n'y a pas de traitement à ce jour, traitement au sens récupération de l'odorat, à l'évidence, puisque dans la plupart des cas, il y a une absence de bulbe olfactif. Donc le bulbe olfactif, vous vous souvenez, la structure cérébrale dont vous parlez, Claire. Euh, et donc, euh, et donc, logiquement, il n'y a pas de perception olfactive, mais il peut y avoir une perception trigéminale, il peut y avoir un goût aussi euh, qui sont préservés. Alors le futur, ça serait quoi? Ce qui a été évoqué là dans les dernières recommandations, enfin on va dire la dernière publication européenne sur les troubles de l'odorat, la thérapie génique, qui consisterait à, dans des cas très particuliers où il y aurait une mutation
génétique sur laquelle on pourrait agir et qu'on pourrait modifier précocement, peut-être même in utero. Donc voilà, ça fait partie du champ des possibles. Ça a été évoqué par les grands spécialistes européens de cette pathologie, mais ça reste pour l'instant, je dirais, vraiment des murmures. Et puis, on a aussi évoqué la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire aller stimuler finalement le cerveau olfactif, mais un peu plus loin que le bulbe olfactif finalement. Euh, donc ça aussi, c'est des choses qui sont à ce stade aujourd'hui simplement évoquées, mais c'est ça un peu le champ des possibles. Mais pour l'instant, personne s'est attelé sérieusement à explorer ces pistes qui, pour l'instant, ont été simplement citées. Alors, les tumeurs, effectivement, si on présente une tumeur dans la région nasale ou dans la région intracrânienne, à proximité de la région d'odorat, eh ben, le plus souvent, on doit enlever la tumeur et on peut léser donc le système olfactif, souvent le bulbe olfactif en l'occurrence, ce qui fait que les gens perdent odorat et effectivement, quand il n'y a plus de bulbe olfactif, bah, il n'y a plus d'odorat et c'est définitif. Mais malgré tout, il y a quand même des choses qui commencent à changer pour certaines tumeurs. On commence à avoir des publications depuis quelques années où on a un peu plus de soucis justement de cette préservation olfactive. Et donc, il y a des techniques chirurgicales qui se développent et qui visent à préserver autant que possible, éventuellement même d'un seul côté, garder au moins parfois un bulbe sur les deux bulbes en l'occurrence, pour essayer de préserver l'odorat. Donc il y a peut-être une prévention qu'on pourrait améliorer et ne pas systématiquement, euh, entre guillemets, retirer des bulbes olfactifs à proximité d'une tumeur qui serait dans la région. Les maladies neurodégénératives, bon, il y a telles que Parkinson et Alzheimer, il n'y a pas aujourd'hui de traitement causal de ces pathologies. On traite, c'est des traitements, on va dire, qui soit dans la maladie de Parkinson visent à soulager les symptômes, les tremblements. Il y a la stimulation justement cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, et les médicaments aussi. Mais il n'y a pas de traitement vraiment à la source. Mais si un jour, effectivement, et c'est similaire pour la maladie d'Alzheimer, on aura encore moins de traitement à la maladie d'Alzheimer. Mais si un jour, effectivement, on a un traitement à la source et qui serait suffisamment précoce, on pourrait peut-être éviter cette perte d'odorat et surtout l'évolution de ces maladies neurodégénératives. Les causes toxiques, alors les causes toxiques, c'est vraiment celles dont on parle le moins, euh, même entre nous, entre ORL, et dans les publications, finalement, c'est quelque chose qui est assez rarement étudié. Bon, le tabac, c'est bien connu, ça donne pas d'anosmie, de perte totale de l'odorat, mais ça abaisse l'odorat, ça donne des hyposmies. Les expositions professionnelles, je vais en revenir un peu après, je ferai un petit aparté sur ça. Certains médicaments, et puis la radiothérapie, comme je l'ai dit, qui serait dans cette région-là, la région céphalique, la région de la tête. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut conseiller, c'est d'arrêter cette exposition aux toxiques et espérer une réversibilité parce que le système olfactif, comme vous l'a dit Claire, le sens de l'odorat, c'est le seul qui a cette capacité de régénération, contrairement à la vue ou l'audition. Et donc, on a toujours cet espoir de régénération dans le domaine de l'odorat. Et donc, effectivement, il faut éventuellement arrêter le médicament en cause, arrêter l'exposition professionnelle en cause, arrêter de fumer. Et ça, c'est une recommandation générale dans les troubles de l'odorat, d'arrêter de fumer. Et c'est bon pas que pour l'odorat, c'est bon pour plein d'autres choses. Euh, alors, le syndrome de la fente olfactive, ça aussi, alors on en parle davantage parce que c'est assez récent, ça fait, on va dire, une quinzaine d'années qu'on en parle de ce syndrome, et il y a vraiment des patients qui sont dans ce cas de figure-là,
qui ont, en fait, c'est un peu mon schéma qui est en bas à droite, au niveau de cette fente olfactive. Alors, je ne sais pas si on voit ma flèche à l'écran, mais on a deux petites fentes à droite et à gauche, hein. C'est là où se situe la muqueuse olfactive. Et donc, certaines personnes ont ces fentes totalement fermées, totalement euh, obstruées, ce qui fait que et tout le reste est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de sinusite, il n'y a pas de problème de rhinite. C'est vraiment le syndrome de la fente olfactive parce que ça se passe qu'au niveau de cette fente olfactive. Donc c'est vraiment le couloir d'arrivée des odeurs, hein, parce que c'est là, c'est dans cette fente qu'arrivent les odeurs, dans cette petite fente. Sauf que ce couloir est fermé. Donc mathématiquement, les ORL ont tout de suite pensé à vouloir réouvrir ce couloir en se disant que si on réouvre cette fente olfactive, qui est si importante parce que c'est là où se trouve la muqueuse olfactive, c'est là où il y a les récepteurs aux odeurs, etc. Si on la réouvre, les gens devraient récupérer leur odorat. Et ça donne des anosmies, hein, les gens ne sentent rien, hein. Le couloir est totalement obstrué. Et les résultats de ces premières études, qui ont, on va dire, à peine 5 ans, hein, de dilatation de la fente olfactive, comme j'ai écrit, elles sont un peu contradictoires. On a des résultats, par exemple, une équipe taïwanaise qui a eu des résultats très intéressants, avec des bonnes récupérations d'odorat. Équipe de Nancy aussi, qui ont des résultats intéressants, les ORL de Nancy. En Suisse, à Genève, des résultats un peu plus mitigés, un peu moins convaincants. Mais dans tous les cas, il y a eu quand même, voilà, certains patients qui ont été améliorés, d'autres où il n'y a pas eu d'amélioration, malgré la réouverture de cette fente olfactive. Voilà, je me suis un peu appesanti sur cette cause, mais c'est parce qu'on en parle très peu. Bon, les causes iatrogènes, bon, c'est la prévention, ça. Il faut que les chirurgiens soient plus attentifs aux structures olfactives. Le vieillissement, alors, il y a eu des études sur l'entraînement olfactif chez les personnes âgées, et notamment plus de 80 ans, et on a vu en fait des effets tout à fait positifs, hein. Ce qui, moi, ne m'étonne pas, parce qu'en tant qu'ORL, dans le domaine de l'audition, on sait bien à quel point le fait de ne pas être appareillé peut être néfaste pour le cerveau qui est privé d'une information sensorielle. Donc là, effectivement, stimuler l'odorat des personnes âgées, non seulement on a vu des progrès dans leur score olfactif, mais en plus, on a vu on a montré une amélioration en fait de leurs troubles, de leur dépression, parfois de leurs symptômes dépressifs. Et donc vraiment, c'est une catégorie de patients qui bénéficient réellement de l'entraînement olfactif. Mais bien sûr, le vieillissement, on peut éventuellement le ralentir, mais in fine, il y a quand même, à la fin, comme vous a dit Claire, beaucoup de gens qui n'ont pas d'odorat, mais je pense que ces chiffres-là, assez importants d'anosmie chez les personnes très âgées, pourraient être améliorés s'il y avait de la stimulation olfactive et si les gens gardaient un intérêt aux odeurs et à sentir les odeurs à un âge plus avancé. Et puis, ce qui a été évoqué aussi récemment là, par le consortium européen sur les troubles de l'odorat, c'est la vitamine A. Donc ça, la vitamine A, on en parle pas mal. Il y a des études en cours, là, une étude en cours actuellement en Angleterre, euh, pour cette capacité de régénération ou de ralentissement. Enfin, dire, on va ralentir un peu la perte neuronale, la perte des neurones olfactifs. C'est un peu ça l'hypothèse. Mais ça, c'est le futur. Il n'y a pas encore de données dans cette population des personnes âgées. Mais je reparlerai de la vitamine A un peu après. Et puis, dans les cas où on ne retrouve aucune cause, en pratique courante, on recommande malgré tout l'entraînement olfactif dans les causes idiopathiques, parce que, et moi c'est un peu mon sentiment, c'est que je suis convaincu que dans cette population où on ne retrouve pas de cause, en fait, il y a beaucoup de causes virales. Mais
qui sont finalement passés un peu inaperçus ou que les gens n'ont pas forcément mémorisés. Et donc, ça paraît tout à fait licite de proposer un entraînement olfactif chez quelqu'un où on ne retrouverait pas de cause. Voilà. Pas de cause évidente, parce que quand on dit pas de cause, tout va dépendre je dirais, de l'énergie que le médecin va mettre à rechercher une cause. Ça, c'est certain il faut chercher, il faut prendre le temps de discuter, d'interroger, de faire des imageries, etc. Il faut mener l'enquête. Donc voilà, euh, la diapo suivante. Ça, c'est la petite aparté que je voulais faire parce que sur les causes toxiques, parce que j'avais vu une question à ce sujet-là que j'avais noté. Alors, le problème de ce listing, qui est le listing là le plus récent des causes toxiques, c'est que, alors autant pour les solvants, les insecticides, les métaux lourds, on a quand même des données relativement fiables. Pour les médicaments, on va dire c'est souvent des publications sur quelques cas. Disons tout ça, c'est une liste de toxiques potentiels, mais pour tous les éléments, tous les agents qui sont listés là dans cette liste, on a plus ou moins de certitude du lien réel entre l'exposition et la perte de l'odorat. Mais, comme je l'ai dit, il y a certaines expositions professionnelles aux solvants, ça c'est des choses quand même assez bien étudiées. Côté médicaments, le plus connu, c'est certains antithyroïdiens. Hein, les gens qui ont de l'hyperthyroïdie, hein, ils ont un hyperfonctionnement de la thyroïde. On leur donne des médicaments antithyroïdiens pour calmer un peu la thyroïde. Et ça, on sait que ça peut abîmer l'odorat. Les antibiotiques qui sont listés là, c'est beaucoup plus anecdotique. Hein. Moi, personnellement, et on prescrit beaucoup d'antibiotiques hein, en ORL. Hein. On n'a jamais constaté de perte d'odorat à la suite de prescription de pénicilline ou de macrolide. Comme c'est marqué là, la pénicilline, c'est vraiment un antibiotique très, 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 très courant. Et donc ça, on n'a clairement pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Et côté anesthésie, les anesthésiants, c'est en général des effets transitoires. Une fois que l'anesthésie est un peu passée, finalement, on retrouve un peu le sens de l'odorat. Et puis les chimiothérapies, ça par contre, ça peut se voir, mais ça peut être difficile de savoir laquelle parce que souvent les gens peuvent avoir plusieurs molécules chimiothérapeutiques en même temps, mais ça c'est quelque chose voilà, de réel. Après, le mécanisme, on ne le sait pas, c'est des choses assez peu étudiées, mais ça a été décrit, encore une fois, tout ça c'est des choses qui ont été décrites. Voilà. Et donc maintenant, je vais parler des causes, des trois causes les plus fréquentes. J'espère que je ne suis pas trop long. Hein, tu me dis, Juliane, si je suis un peu trop long. Mais Non, globalement, c'est très intéressant. Kim, continue, hein, c'est très bien. Continue comme ok. ça. Donc voilà, les trois causes qu'on rencontre finalement le plus souvent, comme vous avez dit, Claire, c'est les causes inflammatoires et notamment les polypes, hein, les virus et les traumatismes crâniens. Et très schématiquement, et j'ai fait ce schéma vraiment simplifié pour clarifier le propos, ces trois causes interviennent à trois étages différents. Et quand on monte d'un étage, eh ben, ça devient plus compliqué la récupération. Parce qu'on va un peu plus loin dans le système olfactif. Donc si effectivement on a un trouble de l'odorat à cause de polypes, parce que le nez est rempli de polypes, on peut bien imaginer que si on enlève les polypes, on va améliorer l'odorat. Et finalement, c'est ce qui se passe, et le plus souvent. Et comment dirais-je, c'est un peu le domaine où on a le plus de succès thérapeutique, c'est ces atteintes-là du premier étage. Quand on monte au deuxième étage et qu'on a des atteintes de la muqueuse olfactive, ça veut dire
des neurones qui sont dans cette muqueuse, les neurones olfactifs, les premiers neurones, et ben en fait, bon, c'est souvent viral. Là, tout de suite, on a moins d'options thérapeutiques, et je vais venir après. Et puis, et puis on a moins de succès thérapeutique aussi, comparé aux polypes. Et puis après arrive le dernier étage, les traumatismes crâniens, où là, c'est là où effectivement on a le, le moins de succès. On sait que c'est pas de bons pronostics, mais je dirais encore une fois que la pandémie de Covid, et ça c'est ce qu'on disait voilà, depuis toujours, hein, depuis les années 50 jusqu'à la pandémie de Covid, une anosmie post-traumatique, classiquement on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est rien à faire. Mais la pandémie de Covid a réactivé tout un tas de recherches dans ce domaine, dont je vais parler. Euh, alors, je ne pourrais pas parler de tout ce qui se fait, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais on va commencer avec la diapo suivante, avec les causes inflammatoires. Alors, les inflammations, comme je l'ai dit, il y a les rhinites et les rhinosinusites. Donc, les rhinites, c'était les inflammations du nez, au premier rang desquelles la rhinite allergique, qui donne pas à proprement parler d'anosmie, mais qui peut donner quand même des hyposmies assez marquées et invalidantes, notamment en période, je dirais, de crise. Et là, bon, le traitement d'une rhinite allergique, je vais être assez bref, mais c'est d'abord l'éviction de l'allergène, si elle est possible, se soustraire à l'allergène. Les lavages de nez, c'est extrêmement important. Et puis surtout les antihistaminiques, locaux ou généraux, ça c'est bien montré que les antihistaminiques permet de faire récupérer l'odorat aux gens qui ont une rhinite allergique. Et, les corticoïdes locaux, par contre, les corticoïdes qu'on met en spray dans le nez, c'est moins efficace, voire pas efficace pour l'odorat, hein, j'entends, pour le symptôme de l'odorat. Donc là, on a quand même des solutions tout à fait efficaces pour les troubles de l'odorat dans les rhinites allergiques. La polypose, donc, qui a suscité plusieurs questions. Euh, alors, la polypose, c'est une rhinosinusite, c'est une inflammation chronique du nez et des sinus. D'où ça vient? Eh ben, ça vient de notre système immunitaire. Ça vient de notre système immunitaire. Donc, on a chacun un système immunitaire différent qui, on va dire, surréagit à certaines choses de l'environnement, en particulier des bactéries. Hein, on pense surtout au staphylocoque doré. C'est notre système immunitaire qui s'emballe dans le nez et qui va générer cette inflammation vraiment importante de la muqueuse nasale, à tel point que la muqueuse va commencer à s'abîmer et à générer des polypes. La polypose, les polypes, ça n'a rien à voir avec l'allergie, hein, là, c'est pas de cause allergique, c'est pas de cause toxique, c'est pas le tabac, c'est vraiment la conséquence d'une interaction entre un système immunitaire et certaines choses de l'environnement, notamment des bactéries. Et c'est pas héréditaire, mais bon, le système immunitaire, je dirais qu'on a, notre bagage génétique, il est quand même transmis, mais c'est pas du tout une maladie héréditaire. Euh, on peut avoir, comme pour l'allergie, on peut avoir des familles d'allergiques, mais après, ça ne veut pas dire que tout le monde sera allergique dans la famille. C'est juste une petite augmentation du risque du fait de ce système immunitaire qu'on transmet. Et donc, le traitement de cette polypose, il a été révolutionné il y a 2-3 ans maintenant par les biothérapies, ce qui a suscité aussi pas mal de questions. Parce qu'avant les biothérapies, on n'avait que trois niveaux de traitement, hein. Le niveau 1, c'était le traitement de fond, avec les lavages et les sprays de corticoïdes qu'il faut continuer à faire. Le niveau 2, c'était les corticoïdes par la bouche. Et ça, beaucoup de gens se rendent compte que quand ils prennent les corticoïdes en spray dans le nez, ça ne change pas leur odorat,
mais quand ils prennent les corticoïdes par la bouche, eh ben, ils retrouvent de l'odorat. Après, c'est pas forcément très long. Ça peut être que le temps de la prise de corticoïdes. Parfois, on a plus de chance et ça dure plus longtemps. Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant éventuellement une rechute, parce que c'est une pathologie, c'est une maladie chronique. C'est comme le diabète, c'est comme l'asthme, c'est chronique. Donc, ça veut dire ça nécessite des soins chroniques et un suivi de longue durée avec des consultations annuelles, etc. Mais les corticoïdes, ils sont pas sans risque, hein. Il y a des effets secondaires des corticoïdes. Enfin, en médecine, de manière générale, tous les traitements qu'on donne ont des avantages et des inconvénients et des risques. Ça n'existe pas les médicaments sans effets secondaires, ça n'existe pas les chirurgies sans risque. Mais encore une fois, on met tout en balance, on met les bénéfices, les risques en balance. Et si les bénéfices sont largement supérieurs aux risques, eh ben, évidemment qu'on va agir. Donc c'est le cas des corticoïdes, on agit. Par contre, si on commence à en donner trop, notamment à dépasser la dose de 1 gramme annuel, hein, en dose cumulée, 1 gramme, là on s'expose à des effets secondaires. Donc on s'expose à tous les effets secondaires des corticoïdes, donc le diabète, l'hypertension, le glaucome, la cataracte, tout un tas de l'ostéoporose, toutes les complications des corticoïdes. Donc il faut, à ce moment-là, quand on est un peu, euh, on est un peu, on n'est pas suffisamment soulagé par ce palier 2, on passe au palier 3 qui est la chirurgie. Et la chirurgie, on va dire qu'il y a deux types de chirurgie. La chirurgie simple, qui est le fait de nettoyer les polypes, on appelle ça la polypectomie. Et puis la chirurgie plus avancée, un peu moins simple, un peu plus longue, mais qui est quand même très courante et réalisée couramment par beaucoup d'ORL euh, rhinologistes, c'est l'ethmoïdectomie où on va non seulement enlever les polypes, mais on va aussi drainer tous les sinus. Et ça, en termes sur l'odorat, on sait que cette chirurgie, je dirais, euh, cette chirurgie plus ou de niveau 2, elle est quand même, elle est plus efficace sur l'odorat que la simple polypectomie. Et notamment dans la maladie de Vidal. J'ai vu des questions sur la maladie de Vidal, notamment chez les gens qui ont de l'asthme associé. On a plus de chances d'améliorer l'odorat avec une ethmoïdectomie qu'avec une polypectomie. Et puis, encore une fois, la chirurgie ne guérit pas la maladie, ça reste une maladie chronique. La chirurgie permet d'améliorer les symptômes parfois pendant très longtemps, ça peut être pendant plus de 10 ans, mais ça peut finir par récidiver, précocement ou tardivement. Les polypes reviennent malgré la chirurgie. On n'est pas étonné parce qu'on sait que la chirurgie ne guérit pas, mais elle améliore les symptômes, et parfois, dont l'odorat, et parfois pendant très longtemps, mais parfois pendant pas très longtemps. Et si on est en situation euh, où la chirurgie voilà, de récidive, alors on peut toujours discuter, avant les biothérapies, on discutait de réopérer. Donc il y a des gens qui ont opéré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et plus on opère, ce qu'on sait, ça s'est bien montré, plus on opère, moins il y a de chances de récupérer l'odorat. Donc il ne faut pas trop insister, je dirais, sur la chirurgie 4 ou 5 fois. Là, en 2024, on a cette révolution des biothérapies, on a la chance d'avoir les biothérapies, parce que la chirurgie, voilà, la chirurgie numéro 1, elle a de grandes chances de faire récupérer l'odorat, mais la chirurgie numéro 2, un peu moins, la chirurgie numéro 3, encore un peu moins, etc. Vous m'avez compris. Donc, les biothérapies, c'est indiqué quand la chirurgie, justement, commence à ne plus faire effet. Et dans le contexte ORL, il y a souvent, euh, justement, c'est souvent des gens qui respirent, qui ont quand même un nez qui est dégagé, mais qui n'ont pas retrouvé l'odorat malgré la chirurgie. Et ces gens-là, eh ben, il y en a beaucoup qui récupèrent l'odorat. euh, et ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience de beaucoup d'ORL et des publications, c'est que ces gens qui étaient opérés, parfois même multi-opérés, une fois la biothérapie démarrée, eh ben, on a vraiment amélioré leur odorat. Alors, c'est quoi cette biothérapie?
Alors, c'est pas 100% de succès. Alors, on est à peu près à 80, quand même 90% des gens qui, on va dire 80 à 90% des gens qui vraiment améliorent leur odorat, donc ce qui est déjà énorme. Euh, mais certains ne récupèrent pas l'odorat, je vais en parler après. C'est quoi cette biothérapie? Bah, c'est des anticorps. Donc, c'est un anticorps qu'on s'injecte au niveau du pli du ventre tous les 14 jours et donc c'est essentiellement le dupilumab, qu'on connaît sous le nom commercial du Dupixent, et qu'on s'injecte tous les 14 jours et cet anticorps va bloquer totalement cette réaction inflammatoire dont je vous parlais. Cette inflammation va bloquer euh, cette inflammation, je dirais, incontrôlée. Et, euh, et on voit tout de suite, très rapidement, en 2 injections, chez la plupart des gens, une amélioration des symptômes. Le dupilumab a un effet un peu plus rapide que les autres et donne aussi des meilleurs résultats sur l'odorat que les autres. L'omalizumab ou mépolizumab, qui sont d'autres anticorps. Là, quand on regarde la littérature aujourd'hui, il y a quand même une distinction sur l'odorat. Il y a visiblement une supériorité du dupilumab, du Dupixent, pour l'odorat. Ouais. Donc, alors après, une des questions qui était posée, c'était eh ben, que faire? Que faire si malgré le Dupixent, on a, on a perdu l'odorat? Ben, ma réponse, elle est double. Alors, on peut essayer une autre biothérapie, même si je vous ai dit que statistiquement, elles étaient peut-être moins efficaces sur l'odorat. Malgré tout, chacun est différent. On ne peut pas prédire quelque chose qu'on n'a pas essayé. Donc, on peut dans ces cas-là discuter éventuellement une autre biothérapie, comme l'omalizumab ou mépolizumab. Ça, ce serait une première option. Et la deuxième option, ça serait éventuellement et ça, c'est des choses qui sont à l'étude actuellement, de rediscuter de chirurgie euh, sous traitement du dupilumab, parce que on pense qu'il est tout à fait possible que les résultats de la chirurgie, disons il va falloir analyser cette fente olfactive, dans le cas particulier, analyser la fente olfactive et voir si le dupilumab a permis de libérer cette fente olfactive, qui est si importante, puisque c'est là que les odeurs arrivent, ou si elle est toujours bouchée, et voir si on ne peut pas euh, chirurgicalement déboucher cette fente olfactive. Donc ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec les patients. Si jamais le dupilumab n'améliorait pas significativement, enfin de façon nette, l'odorat, euh, voilà, c'est des choses qu'on peut discuter avec tous les bémols du fait voilà, que la chirurgie, malgré tout, enfin, ça, c'est évident que ça ne sera pas 100% de succès, mais ça peut être discuté. Voilà, de revoir un petit peu la fente olfactive, quel geste peut être fait à ce niveau-là. Ou, comme je dis, la première option, ça serait d'essayer une autre biothérapie. Donc voilà, Pardon, j'espère que ça Hakim, répond. est-ce que je peux t'interrompre parce qu'il y a beaucoup de Oui, questions qui arrivent pour oui, toi et pour Claire également. Nous voulons consacrer quand même une petite demi-heure aux questions. Donc, la oui. première, c'est pour Hakim, c'est de la part de Fatma. Pouvez-vous parler des injections PRP, Ben, plasma j'y viens juste brillant? après. Pardon? Oui, j'y viens à la diapo d'après, effectivement. Ah, c'est le Je vais en débat parler. après. Voilà, on Désolé t'écoute. parce que je suis un petit peu long, je suis désolé. Non, non, mais Mais c'est pas ça. je vais parler du PRP juste après si vous voulez Ah. bien. D'accord. Alors, il y a une autre question qui arrive aussi. La rééducation olfactive peut-elle être réalisée par un patient qui est troublé par l'anosmie traumatique? Oui, je vais en parler. D'accord? Bon, on répond à ces deux questions et puis j'en ai d'autres à poser après. D'accord. Donc je vais en parler dans la diapo d'après. D'accord? Donc, diapo suivante, si on peut passer. Voilà. Je voulais parler d'une chose importante dans les traitements qu'on donne dans les troubles de l'odorat, c'est tous les traitements locaux
qu'on veut administrer au niveau de la fente olfactive, cette petite fente qui est située en haut du nez. Et il y a eu, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est que dans tous ces problèmes de rhinite et rhinosinusites, il faut que les corticoïdes qu'on donne de façon locale arrivent jusqu'à cette fente pour avoir un maximum d'efficacité. Et dans ce domaine, on a eu des progrès, on a eu deux types de progrès. Déjà, la position là, que j'ai illustrée, la position de Kaiteki, qui permet vraiment une administration des gouttes de corticoïdes beaucoup plus efficace dans la fente olfactive, dans la région de l'odorat. Et à droite, un spray qui s'appelle Optinose, qui est arrivé aux États-Unis, mais qui ne devrait pas tarder à arriver en Europe, et qui permet, comme le schéma l'indique en dessous, d'administrer, d'atteindre la région olfactive de façon beaucoup plus satisfaisante qu'un spray traditionnel, euh, par en fait un double, un spray avec deux embouts, un embout buccal et un embout dans le nez. Et c'est le souffle, finalement, le souffle du patient qui va euh, amener les molécules thérapeutiques dans la fente olfactive de façon plus efficace. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, les causes virales et traumatiques. Donc, on a trois types on va dire, trois grands traitements, dont deux sont encore à l'étude, il faut le dire, et qui visent à favoriser la régénération des neurones olfactifs. Donc, on a déjà parlé de l'entraînement olfactif. Donc, oui, on le recommande dans les anosmies post-virales et post-traumatiques, mais on sait que les résultats sont bien meilleurs dans les causes virales que dans les causes traumatiques. Donc, quoi qu'il en soit, il faut l'essayer. Ensuite, des traitements, on va dire, plutôt naturels à l'étude sont les oméga 3 et la vitamine A. Les oméga 3 par voie orale, c'est des supplémentations de 3 mois que personnellement je recommande et je ne suis pas le seul. Mais on va dire que c'est quelque chose d'assez débutant et qui est encore euh, en train d'être étudié. Et la vitamine A par voie nasale qu'on trouve assez difficilement en France, mais qui est à l'étude et qu'on trouve en Allemagne, enfin qu'on trouve dans d'autres pays autour et euh, peut-être par Internet, je ne sais pas. Mais ça, c'est un traitement qui actuellement, il y a une grande étude qui est en cours en Angleterre sur la vitamine A dans les troubles de l'odorat post-viraux et post-traumatiques pour essayer de régénérer. Donc, c'est des choses simples. Ça a l'avantage entre guillemets, de ne pas avoir d'effets secondaires euh, et qui peuvent éventuellement stimuler la régénération des neurones de l'odorat. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui étudiées et donc on devrait avoir des études plus solides, je pense, voilà, dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, ça doit sortir. Les injections de PRP, on en parle beaucoup, mais malgré tout, je vais vous en parler assez peu. Euh, c'est quoi le PRP? C'est du plasma riche en plaquettes. C'est autologue, ça veut dire que ça vient du patient lui-même. On va lui faire une prise de sang. On va centrifuger son sang. On va récupérer ce plasma riche en plaquettes, qui est en fait riche en facteurs de croissance, hein, qui sont produits par les plaquettes. Et ces facteurs de croissance, c'est quoi? Bah, c'est des molécules qui vont, encore une fois, stimuler la régénération. Et ça, c'est à l'étude. Ça a été beaucoup étudié, et vous le savez, je pense que beaucoup de gens le savent, par les Belges, notamment le docteur Le Chien, par les Américains à Stanford, euh, aux États-Unis, et les résultats préliminaires sont encourageants. euh, et on a clairement des gens qui ont eu un bénéfice à l'injection de PRP dans les causes virales, parce que les papiers actuels, les publications actuelles sont pour les problèmes viraux, mais on attend très prochainement aussi, et là c'est en cours, des études dans les cas post-traumatiques. Et visiblement, que ce soit les Belges ou les Américains, ils ont parlé là très récemment, il y a quelques mois, de patients post-traumatiques, parfois anciens, de plusieurs années, qui ont récupéré de l'odorat suite à une, deux ou trois injections, hein, ça peut être plusieurs séances
injection de PRP qu'on fait dans le nez sous anesthésie locale. Ça peut se faire en consultation. Donc ça a l'avantage de la simplicité. Euh, voilà. Mais malgré tout, malgré ces résultats encourageants, le consortium européen, là dont je vous parlais au début, a donné des recommandations. Là, c'était en août dernier, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, en disant que voilà, le niveau de preuve n'était pas suffisamment élevé. C'était encourageant, mais que les études n'étaient pas encore suffisamment assez solides pour le proposer en pratique courante. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit le Conseil européen, c'est leur position. Et, mais après, chacun, je dirais, chaque médecin peut décider ou pas de proposer ou pas. Enfin, dans mon cas particulier ou dans le cas de beaucoup de collègues, on estime qu'il faut proposer ça dans le cadre d'une étude clinique. Mais à contrario, en Belgique, ils estiment qu'ils ont suffisamment de données pour le proposer en pratique courante. C'est tout à fait leur droit. Et puis, ils ont leur expérience, ils ont leur publication à l'appui. Donc, pour l'instant, en France, mis à part l'équipe de Marseille, qui, euh, qui fait aujourd'hui qui propose aujourd'hui ce traitement, hein, l'équipe d'ORL des rhinologistes de Marseille. Pour l'instant, en France, ça n'a pas trop démarré. On attend, je pense, cette année. Je pense que cette année, il va se passer quelque chose, ou peut-être l'année prochaine. euh, des recommandations actualisées qui pourraient ouvrir la porte à des ORL, je dirais aux ORL en général, à proposer peut-être cette solution en pratique courante. Mais pour l'instant, on considère que c'est encore à l'étude. Euh, mais c'est vrai que c'est encourageant. Et, et dans le cas de Versailles, c'est quelque chose qu'on souhaite démarrer, mais dans le cadre d'une étude. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions sur le PRP. On peut passer à la diapo suivante. Enfin, une autre approche thérapeutique sur laquelle Claire Martin et moi-même travaillons, c'est la stimulation électrique. Alors, stimulation électrique, il y a deux types de recherche dans ce domaine. La stimulation électrique à visée régénérative, donc on veut stimuler électriquement la muqueuse olfactive pour stimuler la régénération des neurones. C'est un concept qui est vieux comme l'électricité, dans le sens où on a proposé la stimulation électrique pour la récupération des déficits moteurs, hein, les gens qui ont du mal à bouger un membre. C'est assez classique. Donc là, c'est pour la régénération des neurones olfactifs. Et donc, il y a une équipe essentiellement, c'est l'équipe de Stanford, qui est très dynamique, avec le professeur Zara Patel, qui est en train de développer un dispositif, hein, dont j'ai pu voir un peu à quoi il ressemblait là, en novembre dernier, mais qui est encore à l'étude, hein, qui n'est pas prêt, et dont le but est comme je l'ai dit, c'est de la stimulation à basse intensité. C'est un dispositif qu'on met dans le nez, et, voilà, c'est vraiment quelque chose qui devrait, à court moyen terme, être proposé si les résultats des études de Stanford sont concluants. Et puis, un peu plus à long terme, c'est la stimulation électrique à visée substitutive. Donc, c'est-à-dire la stimuler électriquement pour euh, générer des sensations olfactives. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle l'implant olfactif. On a appelé ça implant olfactif, euh, comme on a, parce qu'il s'agit de mettre un implant. Donc, ça reste une procédure chirurgicale d'implantation d'une électrode de stimulation qui est reliée extérieurement, à l'extérieur par contre du corps, à un nez électronique. Donc on a un nez électronique qui détecte les odeurs. Alors ça paraît assez futuriste comme ça, mais ça existe déjà dans le domaine de l'audition. On appelle ça un implant cochléaire, avec un micro à l'extérieur qui capte les sons et un stimulateur électrique implanté dans l'oreille interne. Donc là, c'est tout à fait comparable dans l'idée.
c'est-à-dire d'avoir un nez électronique qui capte les odeurs euh, et qui analyse les odeurs, et un stimulateur électrique qui sera placé au niveau du système olfactif, en particulier le bulbe olfactif. Et donc ça, c'est encore une fois une équipe américaine qui a été pionnière dans ce domaine, une équipe de Virginie, de Richmond en Virginie. Et il y a d'autres équipes, dont la nôtre, là, Claire Martin et moi-même, qui travaillons sur ce sujet, et aussi un consortium européen, euh, allemand, enfin, voilà, de plusieurs pays, qui travaillent aussi sur cette solution, mais qui est quand même plus à long terme. Et je crois qu'il doit rester une dernière diapo, si c'est possible. J'ai été très très long, je suis désolé. Euh, les parosmies et les phantosmies, les troubles qualitatifs. Donc ça aussi, on en parle, je dirais encore moins, mais j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça. Donc les parosmies, c'est quoi? Vous vous souvenez, c'est ces sensations d'odeur déformées, on va dire, et parfois pas très agréables, qui accompagnent des troubles de l'odorat quantitatifs, qui soient d'origine virale, inflammatoire ou traumatique. Et comment ça se traite? Bah, le plus souvent, ça régresse spontanément, mais quand ça persiste sur le très long terme, et ben on n'a pas beaucoup de traitements vraiment solides. C'est des traitements qui sont à l'étude et qui ont été essayés, entre guillemets, dans des études. C'est essentiellement le Neurontin et en dernier recours la chirurgie, mais plutôt des traitements médicamenteux. Et pour les phantosmies, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on essaie de traiter la cause qui serait sous-jacente. Euh, et là, les causes dans les phantosmies, ça peut être traumatique, viral, inflammatoire, mais aussi l'épilepsie, la migraine. On traite la cause et éventuellement, on essaye le Neurontin, la gabapentine. Et la chirurgie, bon, je l'ai écrit, mais c'est des choses qui ont été publiées, hein, mais qui sont vraiment anecdotiques et qui sont vraiment du dernier recours, euh, pas du tout, euh, pas du tout de la pratique courante. Donc voilà, j'espère que enfin si j'ai été trop long, j'en suis désolé. Non, non. Euh, Non, mais j'ai- mais j'es- c'était mais très j'espère que j'ai répondu aux intéressant. questions. Oui, oui, c'était très Voilà. intéressant. Merci, mais faut rester près du micro parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Donc, Oui, je vais poser une question à Claire. Bonsoir Claire, tu es là? Oui, oui, je Oui, suis là. alors il y a une question. Il y a une question. Où pouvons-nous réaliser un test de sniffing stick? Alors là, je pense que c'est plus Hakim qui va répondre. Ah bon? C'est ma question pour Claire. Bon, c'est pas grave. Je te OK. laisse répondre. Alors, attends, je pose une autre question. Euh, la rapidité de la rééducation après une perte d'odorat suite à un virus est-elle importante? Plus on éloigne la rééducation après cette perte, plus les chances de guérison s'amenuisent-elles? Bon, ça, je peux répondre aussi, mais je pense qu'Hakim est mieux que moi. Mais oui, effectivement, plus on est près de l'atteinte virale et plus on va récupérer. Après, non, mais je pense qu'Hakim, tu vas répondre. d'accord, ok. Euh, alors, sur la question effectivement de l'entraînement, ce qui est recommandé, c'est de commencer le plus tôt possible, euh, de le faire au moins 3 mois. Mais en fait, il y a des études qui ont montré que 6 mois, c'était mieux que 3 mois et que 9 mois, c'était mieux que 6 mois. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment faire sur la durée. Euh, mais dans tous les cas, il faut faire au minimum 3 mois. Et puis, quand s'arrêter? Alors ça, c'est une question que j'ai vu passer aussi, et c'est une grande question, c'est-à-dire quand est-ce que dans une anosmie post-virale, post-Covid, ou post-traumatique, mais quand est-ce qu'on va se dire finalement là, il n'y a plus de chance de récupération, de régénération? La réponse, elle varie d'un pays à l'autre. On va dire que globalement, pour les Allemands, parce que c'est Thomas Hummel, professeur Hummel, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'odorat.
ils estiment que entre 2 et 3 ans, après 2-3 ans, il y a pas, les récupérations sont exceptionnelles. Pour les Américains, c'est plutôt 4 ans. 4 ans, les récupérations sont exceptionnelles. Que ce soit pour les virus ou les traumas. Euh, mais, et il y a quand même un mais, euh, c'est euh, c'est que, bon, déjà, il y a des exceptions, mais bon, il faut dire la vérité. Au-delà de 4 ans, je pense que c'est vraiment exceptionnel. Le deuxième mais, c'est que les cas qui ont été injectés au PRP, là très récemment par l'équipe de Stanford ou l'équipe belge, certains patients avaient des délais plus importants que ça. Voilà, plus importants que 4 ans. Donc, les thérapies régénératives, c'est pas parce que là, en 2024, qu'on est à 5 ans de sa perte d'odorat et qu'on se dit, bon, bah, ça y est, j'ai dépassé le délai des 4 ans. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui bénéficieront, et c'est ce que j'espère, euh, de traitements régénératifs type injection de PRP ou autres injections qui vont sans doute, ou d'autres traitements médicamenteux qui vont sans doute arriver. Je pense par exemple aux cellules souches sur lesquelles travaille Harvard actuellement à Boston. Injecter des cellules souches pour régénérer encore une fois les neurones. J'en ai pas parlé là, mais c'est des choses qui sont à l'étude. Donc, il y a toujours cette possibilité d'une innovation, d'un traitement nouveau qui permettrait de régénérer et dont certaines personnes pourraient bénéficier. Mais classiquement, voilà ce qu'on dit, c'est entre 2, 3, 4 ans. C'est le délai. Moi, personnellement, je dis 3 ans à mes patients. Je dis au-delà de 3 ans, c'est exceptionnel. Voilà. Je sais pas, et la première question, je me souviens pas, la Sur les question C'était d'avant. sniffing sur sticks. le sniffing stick. Ah, les Le- sniff fixing, ça peut se faire dans tout service d'ORL qui s'intéresse à l'odorat. Hmm. Très bien. OK. Alors maintenant, j'ai une C'est-à-dire autre. pas tant que ça quand Ah, même. Enfin, C'est-à-dire, ouais. Mais beaucoup plus qu'avant le Covid. hmm. C'est quand même, il faut le souligner. Si je Les peux ORL se apporter sont un peu réveillés, Hmm. donc beaucoup plus qu'avant le Covid. Ouais, si je peux apporter une petite précision, on est en train à l'association de répertorier tous les endroits en France où on pourra faire de l'olfactométrie. Donc, on publiera dans les semaines ou les mois qui viennent une liste qui est déjà bien riche de tous les endroits où on peut faire ce genre d'examen. Si je peux me permettre aussi que les personnes qui cherchent ces centres n'hésitent pas à contacter l'association et on vous donnera ces informations avant que la liste ne soit officiellement publiée, pardon. bien, une autre question concerne l'alcool et le lien avec des sulfites. Oui, donc oui, l'alcool contient des sulfites, euh, notamment les vins. Mais bon, après, il y a des vins sans sulfite, enfin, il y a des alcools sans sulfite. Mais les gens qui ont une polypose et qui ont une maladie de Vidal en particulier sont sensibles au sulfite. C'est-à-dire que ça va aggraver l'inflammation des voies respiratoires, que ce soit au niveau du nez ou des bronches. Et donc, on recommande à ces gens qui ont cette inflammation des voies respiratoires d'éviter les sulfites et de s'orienter euh, vers éventuellement des alcools sans sulfite. Donc les sulfites, oui, peuvent être impacter négativement une polypose et donc l'odorat. Merci. Une autre question concerne la rééducation olfactive sur un patient anosmique traumatique. Oui, Est-ce qu'il peut donc ça, être traité par la rééducation? ouais, ça j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire que oui, nous, on la recommande, on la préconise, ça c'est certain, mais les gens qui sont répondeurs sont beaucoup moins nombreux que les gens qui ont une perte post-virale. Hein, Claire Martin vous a évoqué le chiffre d'à peu près 60% de gens qui progressent avec l'entraînement olfactif dans les pertes d'odorat après virus. Euh, pour les traumatiques, je pense que c'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Donc moi, personnellement, je le recommande 3 mois. Bon, c'est mon avis. Et si je vois que la personne euh, n'est pas répondeur, entre guillemets,
je n'insiste pas parce que parfois, voilà, c'est mon opinion. Mhm. Je D'accord, laisse les gens libres de poursuivre ou de pas poursuivre. c'est très Je bien. ne... D'accord. Une autre question sur la cryothérapie. Oui. euh, bon, la cryothérapie, j'en ai pas parlé parce qu'il y a très peu de choses dessus. Il y avait une publication qui a fait couler beaucoup d'encre, mais globalement, voilà, il y a aucune preuve que la cryothérapie aujourd'hui, je parle de preuves scientifiques, euh, ait un intérêt dans les troubles de l'odorat. Donc on attend davantage d'études. Il y a beaucoup plus d'études sur le PRP que sur la cryothérapie. Très À bien, titre de merci. comparaison. À titre de comparaison, en sachant que malgré tout, le consortium européen estime qu'il n'y a pas encore assez de données. Vous voyez, donc la cryothérapie, c'est anecdotique. Ouais. D'accord, merci. Alors, une autre question. À quelle posologie les oméga 3 et vitamine A sont conseillés pendant 3 mois? Ouais, c'est une question qu'on pose souvent. En fait, ça dépend beaucoup de la marque. Donc ça, c'est les pharmaciens qui vous diront davantage, mais les oméga 3, en général, on conseille des oméga 3 à haute concentration pour une durée de 3 mois. Et en général, c'est en fonction de la marque, ça peut être une, deux ou trois gélules par jour. Euh, voilà. Mais c'est les doses recommandées par la marque. Il n'y a pas de... Mais c'est des oméga haute concentration. La vitamine A, le... comme je l'ai dit, il y a pas de spray nasal de vitamine A malheureusement en France. Et donc, c'est des sprays qui sont tout faits. Il y a pas 1000 dosages. C'est, et je crois que ça peut, parce que je sais que ça se trouve en Allemagne, mais je ne connais pas par cœur le dosage de leur spray nasal en vitamine A. Et, le, et les Anglais qui l'étudient actuellement, je ne connais pas non plus à quel dosage l'étude, parce qu'il y a une étude en cours là, qui est en cours là actuellement sur ça. Je ne sais pas quel est le dosage qu'ils utilisent. Mais je pense pas il y ait 1000 dosages. Je pense il doit y avoir une formulation. Merci. Alors maintenant, j'ai deux questions qui concernent les... Ah, ça a disparu. La question a disparu. Ah non, voilà. Sur les anosmies congénitales. Alors, la première question, c'est y a-t-il des anosmiques de naissance ayant pu découvrir l'odorat sur le tard? Et si oui, est-ce que la personne pourrait en témoigner? Oui, ça a été décrit. Oui, Euh, Ça a été décrit. Il y a deux choses qui ont été décrites dans la littérature médicale. C'est premièrement des gens qui n'ont pas de bulbe olfactif et qui ont toujours perçu les odeurs. Donc ça, c'est décrit. oui, Euh, ça peut paraître étonnant et ça nous étonne, euh, mais, euh, mais c'est décrit avec des très bons résultats au score olfactif. Et effectivement, un autre cas de figure où c'est des gens qui n'ont pas de bulbe olfactif, qui n'ont pas senti à la naissance et qui, beaucoup plus tard, à 20 ans, à 30 ans, ont retrouvé de l'odorat ou des sensations olfactives qui sont pas forcément agréables, qui parfois ont été vécues comme étant plus dérangeantes qu'autre chose finalement. Ça aussi, c'est des choses décrites. Et là, je peux vous dire que pour expliquer ça, on n'a pas tellement d'explications, hein. La médecine, elle sait pas tout, loin de là. Il y a des choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, hein. Il faut le reconnaître. Donc, donc là, on ne sait pas, mais c'est décrit. d'accord. Voilà. Deuxième question pour les congénitales, c'est qu'est-ce qu'on entend par la stimulation cérébrale profonde? Alors, comme vous a dit Claire Martin, les odeurs sont captées par la muqueuse, puis par le bulbe, qui est un peu le relais, mais enfin, c'est beaucoup plus qu'un relais. Mais on va dire c'est là où part le- c'est le relais vers vers le cortex olfactif. Le cortex olfactif, bah, c'est le cortex, quoi. Donc, quand on parle de stimulation cérébrale profonde, c'est ça, c'est la stimulation des cortex olfactifs. Et ils sont multiples. Donc, il y a des cortex primaires et des cortex secondaires.
Voilà, D'accord, c'est des stimulations du cortex cérébral. d'accord. Je ne sais pas si Claire voulait aussi répondre à cette question. Non, mais c'est la même, ouais, c'est la même chose en fait. C'est la même Comme chose. s'il n'y a pas D'accord, le bulbe olfactif, du coup, il faut stimuler d'autres zones. Et en fait, on sait, en tout cas chez l'animal, que si on stimule, si on envoie de l'électricité dans le bulbe olfactif ou les autres zones olfactives, on peut générer des odeurs artificielles, enfin des sensations olfactives. d'accord. Très bien, merci. La Et ça a dernière question. dé- Ah, pas, oui, excuse-moi. Non, je disais qu'il y a déjà eu des études de stimulation électrique du cortex Oui, olfactif qui a donné des sensations olfactives. d'accord. C'est chez l'homme, je veux dire, chez l'homme. Mais Très bien. pas forcément chez des gens c'était pas des gens qui étaient anosmiques congénitaux. C'était des gens qui avaient à la base un odorat. Donc c'est peut-être un peu différent. Mais D'accord. voilà. Alors, j'ai une dernière question pour l'instant. C'est peut-on espérer une prise en charge de la sécurité sociale d'un suivi psychologique pour les personnes souffrant de ce trouble? Euh, alors oui, on peut espérer. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc il faut toujours espérer. Là, il y a beaucoup de choses qu'on espère dans ce domaine. C'est vrai qu'il faut souligner quand même l'impact psychologique. J'en ai pas parlé dans les traitements, mais le soutien psychologique, il est évidemment important. Et, parfois, rien que le fait d'informer à peu près correctement les gens, bah, ça aide beaucoup, plutôt que de dire passez votre chemin, entre guillemets. Donc le soutien psychologique est important. J'avais vu d'ailleurs une question sur la sophrologie. Euh, alors bon, moi je recommande pas spécialement la sophrologie, mais tout ce qui peut aider au bien-être des gens, j'ai rien contre, à l'évidence. Et une prise en charge, ça me paraît lointain aujourd'hui parce que même nos tests olfactifs qu'on fait toutes les semaines ne sont pas pris en charge, hein. Il n'y a pas s'il n'y a pas d'acte pris en charge en France, c'est pas le cas dans d'autres pays européens. Donc voilà, il y a du chemin à parcourir, mais voilà, je reste optimiste. C'est parfait. Merci. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour l'instant comme question. Donc, je remercie Claire et je remercie Hakim pour leurs interventions. Et j'appelle l'autre Claire qui va nous parler des actualités de notre association. C'est à toi, Claire. Merci, Juliane. Avant de passer aux actus de l'association, je voulais d'abord bien sûr remercier nos deux super intervenants. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Hakim. Je pense que ça a vraiment répondu à de nombreuses questions que se posent les anosmiques et qui sont malheureusement souvent en errance voilà, et seuls dans leur anosmie. Alors bien sûr, l'asso est là, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires, ces conférences, ces réunions de soutien pour apporter des informations qui sont vraiment capitales pour ces personnes. Donc merci beaucoup pour toutes ces infos qui, je le répète, enfin, je le répète peut-être, je ne sais pas si ça a été dit, on a enregistré ces interventions et elles seront rediffusées. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas pu suivre intégralement les interventions ou qui aimeraient réécouter ce qui a été dit, voilà, on aura un replay. Euh, on sait aussi que certaines des questions sont restées sans réponse parce qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions posées. Cela dit, donc, je précise que nous organisons une autre réunion une autre visioconférence qui ne sera pas similaire à celle d'aujourd'hui. Ne seront pas nécessairement présents Hakim et Claire, mais cela dit, vous pourrez reposer vos questions lors de cette visioconférence et on tâchera d'y répondre si on le peut. La visioconférence dont je parle, la prochaine, aura lieu le 26 mars à 20 heures. Voilà, donc vous serez informé si vous êtes abonné à notre newsletter, enfin à nos actus, vous recevrez un mail concernant l'organisation de cette visioconférence.
Parmi les autres actualités de l'association, je rappelle à ceux et celles qui sont membres de notre association que notre assemblée générale aura lieu le 17 mars à 18 h. Vous avez dû recevoir un mail de la part de Kim qui vous a fait parvenir la convocation. Si ça n'est pas le cas et que vous êtes membre, n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir cette convocation. Une autre date importante dans nos actus, c'est le 20 avril, puisque le 20 avril a lieu la journée de sensibilisation à la polypose naso-sinusienne. Comme pour la journée mondiale de l'anosmie, nous prévoyons des activités. Le programme reste à déterminer de notre côté. On a prévu certaines choses, mais voilà, on n'a pas finalisé. Bien sûr, vous pouvez participer à ces activités. On mettra le programme très prochainement sur notre site. Une autre date, alors là, elle n'est pas fixée, mais on peut vous parler du mois qui est important. C'est le mois de mai, au cours duquel sera publié notre livre, le livre qu'on a écrit sur l'anosmie congénitale. Le livre qui s'intitulera Être né sans odorat, né NEZ, et voilà, qui consiste en un recueil de témoignages d'anosmiques congénitaux pour mieux comprendre ce que représente le fait de naître et de se construire sans odorat. Et ces témoignages-là sont accompagnés d'informations peut-être plus techniques, plus scientifiques. Voilà, donc ce sera en mai. On n'a pas encore la date précise de la sortie du livre, mais voilà, à nouveau, on vous préviendra dès que possible. Et enfin, une autre actu importante pour nous, c'est l'organisation de l'ISOT, qui aura lieu fin juin. L'ISOT, c'est l'acronyme de International Symposium on Olfaction and Taste. Donc, c'est un symposium international sur l'olfaction et le goût qui aura lieu à Reykjavik. C'est une conférence internationale qui a lieu tous les 4 ans. Et donc, cette année, c'est à Reykjavik. Et on a l'honneur d'y participer et d'y co-animer une conférence. Donc, on est très content de s'y rendre. C'est très important pour nous d'être présents. Et vous pourrez suivre notre intervention sur les réseaux sociaux. Voilà pour moi, à moins que j'ai oublié quelque chose. Mais dans tous les cas, je vais passer la parole à Jean-Michel qui veut vous dire quelques mots et donc qui pourra compléter si j'ai oublié quelques infos. Jean-Mi, on t'entend pas? Ben voilà, avec le micro, c'est mieux, j'ai plus l'habitude. Tu n'as rien oublié, et je réitère les remerciements. C'est un vrai trésor d'avoir les membres que l'on a à l'ASSO. Et moi, je voulais juste conclure en vous disant que quand on a créé l'ASSO, on vous promettait qu'on ne lâcherait rien, et on continue, on lâchera rien de toute façon, jamais. Et vous pourrez compter sur nous. Donc, vous pouvez contacter l'ASSO, on sera toujours là pour vous soutenir. Merci à tous, et je passe le mot de la fin à Julien. Ah, c'est gentil, mais je ne m'attendais pas du tout. Bien, eh bien, tout a été dit. Pardon, Claire nous a donné les informations pour l'avenir. Jean-Michel s'est occupé de toute l'organisation. Et bien entendu, Claire et Hakim, nos deux intervenants, nous ont bien expliqué, éclairé et répondu à beaucoup de questions, etc. Donc, merci à tous, merci à toutes. Je sais que vous êtes venus nombreux, on était plus de 120 à un moment donné à l'écran. Vous êtes venus de partout en France et peut-être il y avait quelqu'un du Canada également. Donc, je voudrais remercier tous et j'espère à très bientôt. Bonne soirée.